Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch pour un nouvel épisode de votre point hebdomadaire sur la WNBA. Flo, on est à 10 jours, 10 jours, qu'est-ce que je dis 2 semaines, pardon, des playoffs. Tu vois, je vais un peu vite en besogne tellement j'ai hâte. Impatient. Voilà, je suis très impatient. On est à 2 semaines pile poil du début des playoffs, ça commencera le 22 septembre prochain. Il reste une petite salve de match, une dernière salve qui aura lieu dans la nuit du 19 au 20 avec peut-être les dernières places à attribuer pour les playoffs. Et pour ajuster les places dans le haut du classement. On va commencer comme d'habitude avec un petit point au classement comme on le fait chaque semaine. Donc bon, rien de très surprenant dans le haut du tableau, ça ne bouge plus trop avec New York qui est en tête et avec 3 victoires d'avance sur Minnesota qui est le deuxième pour l'instant. 3 victoires d'avance sur Minnesota. Troisième Connecticut qui a une victoire derrière les Lynx. Quatrième Vegas qui est en train de solidifier, d'assurer cette place après avoir un peu douté grâce à une belle série de victoires là. 4 succès consécutifs pour les Aces qui sont quatrième avec une victoire et demie d'avance globalement sur Seattle qui est cinquième avec en plus un match de plus que les Aces. Derrière le petit gap avec le reste du haut du tableau, Indiana qui avait donc verrouillé sa place en playoff qui est sixième et qui compte une victoire et demie d'avance sur Phoenix. Donc là aussi de bonnes chances pour le Fever de conserver cette sixième place et d'affronter le troisième du classement général. Phoenix qui est en chute libre presque, j'ai envie de dire, enfin qui a vraiment des grosses difficultés, on va en parler tout à l'heure. Septième avec donc une victoire et demie de retard sur Indiana, ce sera compliqué à combler d'ici la fin. Et pour l'heure, et c'est presque la section la plus intéressante et la plus incertaine d'ici la fin de la saison, c'est la huitième place avec Chicago, Atlanta et Washington qui sont dans un mouchoir de poche. Le Sky et le Dream qui sont à bilan égal, 12 victoires, 22 défaites. Et les Mystics, tes Mystics, Flo, là aussi on va parler de cette équipe-là, on va faire un focus dessus après, qui, on sait pas trop quel est l'objectif, quel est le but, si c'est bien, pas bien. Le fait est qu'il y a beaucoup de victoires et une fin de saison étonnamment réussie sur le plan des victoires, et on en parlera après. Et derrière, Dallas est à deux victoires des Mystics à la 11e place, et les Sparks qui sont officiellement la première équipe éliminée des playoffs. Avant de rentrer un peu dans l'analyse, dans le focus sur les équipes dont on a parlé là, il y a une actu quand même qui est tombée cette nuit, Flo, dont on voulait parler, elle est incontournable. Malheureusement, c'est la fin de saison pour Angel Reese, qui est blessée au poignet et qui a annoncé elle-même sur ses réseaux sociaux qu'elle ne disputerait pas le reste de la saison régulière. Ce qui change évidemment beaucoup de choses pour cette lutte pour la 8e place. Et donc on ne la reverra pas avant la fin de la saison. Il y a plein de questions autour de ça, forcément. Ça met probablement un terme à la course au rookie de l'année, même si elle aura quand même disputé 34 matchs. Voilà. Et, Je pense que c'était déjà réglé, mais c'est un argument de plus c'est qui va ça. aller en faveur de Caitlin Clark fatalement. C'est ça. Et voilà. Donc, là, bon, il reste la saison, il reste quelques matchs, mais c'est fini pour Angel Reese. Qu'est-ce que toi tu retiens de cette première saison WNBA pour la joueuse du Sky? Bah, la première chose, je pense que ça confirme vraiment, je pense que Chicago ne va pas aller en playoff, même si pour le moment elles sont toujours 8e. Bon, même sans Angel Reese, c'était déjà bien parti dans cette direction-là, hein, parce que depuis le trade de Marina Mabrey, Chicago était sur une grosse série de défaites, même si là, elle venait de gagner un match. Là, si en plus on retire Angel Reese, là, ça va vraiment devenir compliqué. Parce que justement, dans le dernier match gagné, Angel Reese a fait quand même un gros taf défensif, entre autres sur Rickea Jackson, je pense. C'était le match contre Los Angeles, Ouais. hein, le dernier, si je me trompe C'est là pas. où elle s'est blessée, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, au niveau de Chicago, bon, je pense que Chicago va quitter les playoffs. C'est pas très grave pour elles. Elles ont montré de belles choses, elles ont bien travaillé. Aller rechercher une bonne joueuse en plus à la draft pour continuer la reconstruction. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Au niveau de la saison collective de Chicago, bah, du coup, elle a été à l'image d'Angel Reese, à l'image de sa coach et à l'image de ce qu'avait déjà montré cette équipe d'ailleurs par le passé, c'est-à-dire tout en combativité et ça s'accroche en fait. Hein. Tu pourrais dire bon, l'équipe est pas forte parce que c'est peut-être un des rosters les moins talentueux de toute la ligue avec Los Angeles, je pense. Mais ben juste voilà, au bout d'un moment, quand ça se bat, tu gagnes quand même des matchs, comme quoi l'attitude peut combler certaines lacunes en termes de talent. Et alors au niveau d'Angel Reese elle-même, ben, c'est une saison un peu historique quand même pour une rookie, hein, ce qu'elle a fait. Moi, elle m'a complètement bluffé. Ouais. C'est
En NCA, c'était pas ma joueuse préférée dans le sens où c'est pas spécialement mon style de joueuse. Et puis le côté coquille, même si ça me dérange pas parce qu'il y a des gens que ça dérange qui sont vraiment outrés. Moi, pour le coup, c'est pas quelque chose ça me dérange. Je trouve ça super cool qu'au final, elle en ait rien à foutre de son statut. Elle a une espèce de personnage qu'elle assume complètement. Ça, c'est super cool. Après, c'est pas non plus vers ça que va ma sensibilité. Mais par contre, cette saison, moi, elle m'a complètement bluffé parce qu'elle est capable ce qu'elle a déjà été capable d'apporter au niveau pro. On savait qu'elle était prête. Je suis pas sûr qu'on savait qu'elle était prête à ce point-là. Machine au rebond, mais c'est pas juste qu'elle est une machine au rebond parmi les rookies, c'est qu'elle est juste une machine au rebond tout court. Moi, ça me tue toujours, quoi. Tu vois passer des records et tu te dis, ah oui, elle est en train de battre des records de rookie. Non, elle est en train de battre des records de senior, en fait. Donc, c'est ça, tu as raison de le dire. On peut peut-être rappeler ses accomplissements statistiques sur la saison. Donc là, en termes de moyenne, elle finit avec 13,6 points, 13 rebonds de moyenne. Sur 34 matchs, elle bat le record de rebonds sur une saison, et il reste 6 matchs, donc elle aurait pu encore l'améliorer. 446 rebonds pris sur une saison entière. Une série de 15 double-double de suite. Première joueuse à sortir 3 matchs de suite à 20 rebonds. C'est assez exceptionnel, alors spécifiquement sur le rebond, mais même sur son apport sur le terrain. Et rien que sur le rebond offensif, ça doit être complètement indécent, non ? Alors, j'ai pas sa moyenne de rebond offensif, mais oui, parce que c'était presque aussi là-dessus que ses critiques s'appuyaient, c'était de dire oui, elle rate tellement que forcément elle prend des rebonds offensifs. Mais c'est un art de prendre des rebonds offensifs, même après avoir raté des tirs. C'est-à-dire que c'est sa marge de progression, c'est ça, c'est la finition, et je pense pas que ça l'empêchera de prendre autant de rebonds à l'avenir. Et d'ailleurs, si on n'arrive jamais à lui prendre de rebond quand elle est en rebond offensif, t'as beau t'y reprendre à 4 fois, si à chaque essai de tir tu prends 3 rebonds, personne ne peut t'en prendre et que tu le mets, en termes d'efficacité, ça revient au même en fait. Ouais, bien sûr. Que quelqu'un qui aurait mis le tir du premier coup en fait. C'est ça. Donc c'est un art aussi, mais non, elle est assez impressionnante, surtout qu'elle n'est pas si grande que ça pour son poste. Et on l'a répété plusieurs fois, mais les oppositions avec A'ja Wilson ont été super cool parce qu'il y a. Pour le coup, on l'avait déjà dit en NCA, mais à la voir là en pro, il y a vraiment une espèce de filiation qui est assez marrante et assez dingue. Donc, non, écoute, si son plafond c'est A'ja Wilson, quand on voit la saison historique qui est en train de nous faire A'ja, on en reparlera peut-être encore un petit peu après. C'est pas mal cette histoire quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'utilise le même argument pour les jeunes joueurs, les jeunes joueuses, c'est que c'est son niveau plancher. C'est-à-dire que normalement, elle sera jamais moins forte que ça. Et là, tu te dis, si son niveau plancher, c'est ça, elle va progresser, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de marge de progression. Ah oui, parce qu'en plus, en attaque, il y a énormément il y a encore énormément de lacunes et de trucs à travailler. Donc, c'est à la fois hyper excitant et à la fois un peu effrayant, en fait. Oui. Mais pour les adversaires. Tu sais, c'est ce qu'elle dit dans son message. Elle dit j'aurais jamais imaginé que ma saison rookie s'achève sur un panier à 3 points, parce que son dernier panier, c'était un panier de tir à 3 points. Elle dit je pense que Dieu voulait donner aux gens un avant-goût de la saison 2. Alors, genre, je vais progresser offensivement, je vais me mettre à tir à 3 points, je vais être plus à droite. Elle dit j'ai montré que j'avais ma place dans cette ligue alors que beaucoup en doutaient. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens, parce que on savait qu'elle avait un talent immense, on l'a su en NCA depuis des années. Après, je pense que personne doutait qu'elle avait une place dans cette ligue. Ça, c'est un peu le côté. On était quand même outré, un peu outré de sa 7e place à la draft. Ça semblait incohérent. Et elle a vraiment montré qu'elle avait plus que sa place, et son impact, son impact est incroyable. Et puis elle a dû gérer elle aussi. On a beaucoup parlé du fait que Caitlin Clark ait dû gérer une forte pression médiatique. Angel Reese aussi. Alors, on peut dire qu'elle l'a provoqué entre guillemets, parce que t'as raison, elle a construit un peu un personnage de fille et c'est elle-même. Attention, quand je dis construire un personnage, je dis pas qu'elle est pas naturelle quand elle est un peu dans la provocation, le trash talk, le fait de vouloir être très médiatisée. Évidemment, elle l'a cherché, mais ça n'excuse pas les comportements qu'il y a eu parfois envers elle. Je sais pas si t'as vu, j'ai vu des extraits du premier épisode de son podcast, et elle expliquait que dans la rivalité avec Caitlin Clark, elle disait Caitlin, c'est une joueuse incroyable, on s'affronte depuis le lycée, je la respecte énormément et tout, mais elle dit mais par contre ses fans, ceux d'Iowa, ceux d'Indiana parfois, ils m'envoient des messages, elle disait qu'il y avait beaucoup de racisme, des menaces de mort, elle disait même des trucs invraisemblables du genre, donc bon, des gens qui la suivent chez elle, des gens qui envoient à des membres de sa famille des images de deepfake d'elle pornographiques, enfin des trucs. Mentalement, je pense que là, alors je dis pas que c'est une bonne chose que sa saison s'arrête là, on aurait aimé la voir un peu plus encore, voir si elle pouvait emmener les Chicago jusqu'en playoff, mais mentalement, psychologiquement, c'est peut-être un bon moment pour qu'elle se repose, parce que je sentais quand même que ces derniers temps, psychologiquement et mentalement, elle commençait à fatiguer, même si elle continuait de faire des double-doubles. Mais...
Je pense qu'il y avait aussi les défaites qui s'enchaînaient. Mhm. Et mine de rien, c'est quand même une fille qui aime gagner, donc je pense que c'était pas si simple que ça. Oui, oui, non, mais effectivement. Et de toute façon, elle avait beaucoup d'attention parce qu'on l'oublie, mais c'est une fille qui est tout autant suivie que Caitlin Clark en Ouais. fait. Effectivement, elle symbolise aussi ce côté un peu clivant de l'Amérique qui est parfois un peu agaçant de notre point de vue, mais qui est une réalité, qui est toujours ce côté noir contre blanc. Et je trouve que les Américains ont vraiment du mal à passer au-dessus de ça. Enfin, je veux dire, on a l'impression de revenir dans les années 80 avec Bird et Magic, en fait. Hein. Il y a un parallèle pas si débile que ça à faire entre les deux. Et, et oui, de toute façon, effectivement, le problème entre ces filles-là, parce qu'on l'a dit beaucoup à propos de Caitlyn, le problème, c'est jamais que les joueuses s'aiment pas sur le terrain, c'est plutôt les fanbases qui rajoutent une atmosphère très très négatif quand ça devient du fanatisme, mais justement dans la première définition du fanatisme, que c'est plus du supporterisme, mais que c'est vraiment du fanatisme pur et dur. Donc voilà, toujours est-il qu'au niveau sportif, sa saison, elle est juste ultra prometteuse pour la suite, et que cette nouvelle génération dans son ensemble est assez dingue, et que ça nous a donné une lutte pour la rookie de l'année, même si je pense que maintenant ça fait quelques semaines que la question était réglée. Mais oui, ça nous a donné une course et on va avoir un podium au rookie de l'année, ou en tout cas un duo, les 2 premières places du podium, qui devrait être assez dingue par rapport à certaines saisons. Et encore, on a été privé d'une saison complète de Cameron Brink, qui aurait rendu la discussion intéressante aussi. Je pense pas qu'au niveau statistique, elle aurait pas été dans les mêmes eaux que ces deux filles-là. Non, mais elle aurait battu des records aussi. Elle aurait battu des records au contre. Bon, voilà. Et l'avant-goût qu'on a eu est suffisant pour savoir que ça va être une joueuse incontournable aussi. Et cette classe-là, on s'en rappellera quand même, je pense. Si on se dit c'est la classe de Caitlin Clark, d'Angel Reese et de Cameron Brink, à mon avis, elle va quand même pas mal marquer. On l'attendait depuis longtemps, on espérait on pensait qu'il y aurait peut-être Paige Bakers et d'autres dedans, mais finalement, cette classe de draft, elle est quand même hyper solide. Et Angel Reese, dans n'importe quelle autre saison, quasiment, elle est rookie de l'année, même en s'arrêtant maintenant, hein, je pense. Elle a 34 matchs joués, 13 points, 13 rebonds de moyenne, c'est quand même insensé. 172 rebonds offensifs sur la saison. Voilà. Donc ça fait d'elle la saison la plus prolifique de l'histoire. Et les 3 saisons en dessous, c'est 3 saisons d'Yolanda Griffiths, donc en 2001, 2000 et 99. 99 l'année où Yolanda Griffiths est MVP d'ailleurs. Ouais. Qui avait mis 162, 148, 141, avec un peu moins de matchs parce qu'à l'époque on en jouait 32, mais Angel Reese ne l'a fait qu'en 34 matchs, donc bon. Il n'y a plus l'argument, il y a plus l'argument de. Enfin, on voulait mettre en perspective parce qu'on se disait qu'elle allait jouer 40 matchs en gros, mais là du coup les records qu'elle a atteints et qu'elle a établis, c'est sur 34 matchs, donc une marque qui est proche de celle qu'avaient connu les autres joueuses qui avaient ces records là avant. Donc au final, elle a fait une saison normale par rapport à l'histoire. C'est ça qui est. Ouais, mais c'est dingue de voir qu'elle a fait du coup mieux que, donc je te dis, Yolanda Griffiths. Dans les autres joueuses, il y a Rebecca Bronson, il y a Tina Charles. Enfin voilà, Sylvia Fowles, Jonquel Jones. Des joueuses all-time, quoi, voilà. Ouais, voilà. C'est assez dingue. Donc ouais, on a vraiment hâte de voir la saison prochaine. Là, elle va prendre un peu de repos. Je sais pas si elle s'est engagée avec une équipe en overseas ou un truc comme ça. Non, elle va jouer. Elle va jouer la ligue. Un rival avec la ligue de Nafisa Collier et Brianna Stewart. C'est ça. Elle est dedans. Elle sera dedans. D'accord. Voilà. Pas d'expérience à l'étranger, mais on aura l'occasion de la voir. Ouais. Enfin, de toute façon, je pense que ça fait partie des filles qui gagnent suffisamment du coup avec tout ce qu'elles font en dehors maintenant, c'est sûr. Ne pas être obligées d'aller en Europe, quoi. Donc je suis pas sûr que c'est une fille qu'on verra en Europe. Non, c'est ça. Tous les contrats publicitaires qu'elle a, même déjà depuis la fac, elle a continué de surfer dessus. Et à mon avis, le fait que les sponsors attendaient peut-être aussi de voir sa première saison, ce que ça donnerait. Là-dessus, elle a donné pleinement satisfaction. C'est un phénomène, elle aussi, et elle va faire partie de la ligue pendant très très longtemps, quoi. On passe à la suite, Flo. On avait dit qu'on s'attarderait un peu sur l'équipe en forme. J'aurais pas cru dire ça à ce stade de la saison. Les Washington Mystics, à chaque fois quasiment en début de brunch, on exprimait presque nos condoléances envers toi pour la saison compliquée des Mystics. Washington, 5 victoires en 6 matchs, Flo. Vous venez de battre les Sparks, le Storm, le Sky, les Wings, le Mercury. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, pas bien? Explique-nous là. Bah, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire ses condoléances, la condoléance du projet Paige Bakers en fait. Non, enfin, je sais pas. Moi, c'est une saison comme celle de Washington, comme ici, et à la fois elle est bien parce que
t'es toujours plus ou moins gagnant en fait. Ouais. Tu vois, quand t'es dans une dynamique comme ça, parce que si tu perds, tu vas vers un bon tanking des familles, surtout parce que le contenu est toujours bien sur le terrain, ça c'est quand même toujours à rappeler, même si bon, il y a des choses qui sont pas toujours bien, quand tu perds des matchs, fatalement, il y a des soucis, mais c'est pas une catastrophe sur le terrain, comme on peut le voir dans d'autres équipes qui parfois gagnent plus, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, tout d'un coup, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au retour des JO, ben, on n'a plus de blessés. Enfin, juste Shakira Austin qui est encore régulièrement sur le côté, mais on a récupéré Britney Sykes. Donc tu commences à faire des 5 qui sont, à mon sens, les meilleurs 5 que tu puisses mettre sur le terrain, avec la blessure de le trade pardon, de Maïcha qui fait que ça redonne de la place aussi à Alia Edwards. Et donc, on a très régulièrement un 5 avec Julie Van Loo, Ariel Atkins, Britney Sykes, qui n'est plus utilisée comme meneuse, qui est utilisée comme la poste 3 hyper polyvalente qu'elle est. Une raquette Alia Edwards, Steph Dolson, du coup, en l'absence de Shakira Austin. Et ben avec ça et la rotation qu'on a, ben, tu peux gagner des matchs en fait. Faut dire aussi qu'on n'a pas eu le calendrier le plus difficile de l'histoire, mais on a réussi à battre Seattle. Ça les a d'ailleurs bien réveillés parce que depuis Seattle a quand même, il y a eu une réunion de crise après après cette défaite là, donc ça a permis de les réveiller aussi. Et puis après, ben oui, dans les équipes que tu as dit, il y a eu Los Angeles, je crois, il y a eu Dallas, des équipes qui sont nettement moins forts. Phoenix, Phoenix, on va peut-être en reparler un peu après aussi. Par contre, la semaine passée, tu vois, on parlait de Dallas et de la possibilité que Dallas avait son destin en main pour remonter. Je pense que Dallas nous a écoutés et s'est dit non, nous, merci. on fait de la merde, nous, cette année, si ça ira. Donc, parce que Dallas a perdu les 3 derniers. Mais je crois qu'ils ont perdu tous les matchs depuis le dernier brunch. Voilà. En plus, c'était quand même pas le calendrier le plus compliqué de la galaxie. Donc, je pense que Dallas a enterré ses espoirs de playoff, même si mathématiquement, c'est pas fait. Ce qui, pour le coup, est un peu terrible, je pense, pour leur projet à eux, contrairement à toutes les autres équipes qui sont là potentiellement en loterie. Mais donc Washington, je pense que ce qu'il y a, c'est que Los Angeles est vraiment trop loin pour pouvoir espérer la première place à la loterie. Ouais, il faut rappeler que c'est sur les deux années précédentes, le bilan des 2 années cumulées que ça se joue. Et le bilan de Los Angeles était déjà moins bon l'année passée que Washington. Donc je pense que Los Angeles va avoir peut-être pas le premier pick, mais en tout cas les meilleures chances. Donc après, il faudra voir, il y aura la loterie. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que Washington avait potentiellement une chance d'avoir la deuxième probabilité, donc c'était peut-être pas si mal. On a déjà vu des choses à la loterie, mais bon, Chicago va baisser. Et Chicago avait un moins bon bilan, donc je pense que Chicago a des chances de venir chauffer cette place-là. Et alors, il faut savoir que Washington a aussi le pic d'Atlanta, donc avoir les deux en loterie, c'est possible potentiellement avoir 2 pics. On sait bien qu'il y en aura de toute façon un des deux qui sera bon, mais voilà. En tout cas, Washington est presque bien parti pour faire les playoffs, en fait, ce qui est assez bizarre. C'est totalement dingue. Chicago risque de plonger et Atlanta n'y arrive pas. On rappelle. Personnel, je me demande si je préférerais quand même pas qu'Atlanta y aille. Mais en fait, ça change rien. Les Mystics avaient pas commencé par un 0-7 ou un truc comme ça. Il n'y avait pas 7 défaites de suite ou non, c'était Indiana. Non, quasi 10. Hein. Ah ouais. Non, on a fait plus. Oui, c'est ça. On a été dans les scores. C'est une bonne question, mais non, on fait un truc historique en début de saison. Hein. C'est 11 ou 12, 13 défaites d'affilée, je sais plus. C'est pour ça que la remontée est assez dingue. Et tu disais, le calendrier de fin de saison, c'est-à-dire qu'il y a de vraies chances, si elles ont vraiment envie d'aller en playoff. Il y a 2 fois Atlanta au programme, et Atlanta, c'est l'équipe qui est avec Chicago et pour l'instant la plus proche de la 8e place, mais il y a 2 fois Atlanta. Il y a, je crois, que 2 matchs à l'extérieur sur les 6 qui restent. Je vais regarder le calendrier en direct pour pas dire de bêtises, mais en tout cas, ce que j'étais en train de prendre, en tout cas, c'est largement faisable. Et même s'il y a des équipes qui sont fortes, elles vont affronter New York notamment. On a un match ce soir contre Minnesota. Là, ça va être compliqué. Par contre, derrière, c'est Chicago, Atlanta. Donc là, il y a un span de 3 matchs. On peut presque décider nous-mêmes vis-à-vis d'Atlanta ce qu'on fait. Et puis après, New York et Indiana pour terminer. Mais donc, le Fever qui sera peut-être en semi-roue libre si elles ont validé leur place, la place qu'elles veulent pour les playoffs. Donc il y a vraiment une possibilité. Et c'est ce que moi j'allais dire sur les Mystics. Sur les derniers matchs que j'ai vus, c'est une équipe qui est, tu le disais, agréable à voir jouer. Il y a des choses...
il y a des matchs où elles tiennent vraiment leur place parce qu'il y a quand même Ariel Atkins, c'est une joueuse All-Star. Steph Dolson, c'est une joueuse extrêmement expérimentée mais qui a joué des matchs de très haut niveau. Alia Edwards, franchement, au-delà des stats, on a vu par séquence qu'elle était très très bien, qu'elle avait largement sa place dans la ligue aussi. Julie Vandelo, super aussi. Enfin, il y a des matchs, là, le dernier match, elle fait 3 sur 4 à 3 points, elle s'éclate. L'adresse n'est pas toujours au rendez-vous, on va pas se mentir, mais elle est parfaitement aussi, elle a parfaitement sa place. Britney Sykes, pour moi, c'est toujours une des meilleures joueuses défensives de la ligue. Donc, c'est pas si anormal que ça avec ce qu'il y a sur le papier, mais. En tout cas, tu as raison, elles vont, je pense, pouvoir décider de si elles y vont ou pas, parce qu'elles sont sur une telle dynamique qu'elles peuvent gagner ces matchs-là, en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais, je pense. Je pense, donc après on verra. On sait de toute façon qu'on aura un pic en loterie, soit le nôtre, soit celui d'Atlanta, qui sera à la même place en plus parce qu'on a les mêmes bilans, donc peu importe en fait. Enfin, Ouais. les mêmes bilans l'année passée, je veux dire, donc vis-à-vis de la loterie. Donc après pour le reste, moi je suis en détachement complet. Si on fait les playoffs, ça me va. Si on ne les fait pas, ça me va aussi. À partir du moment où la première probabilité et donc la chance d'avoir Paige Baker est quand même partie parce que maintenant Los Angeles est irrattrapable, ben, on verra ce qui arrivera. Moi, ce que je sais, c'est que l'équipe continue à me faire kiffer sur le terrain. Et un premier tour face à New York, bah, écoute, ça se joue hein, de toute façon. On verra Ouais, bien. c'est ça. Alors, il y aurait peu d'espoir de qualification, évidemment, mais parfois, on sait que sur un noyau de jeunes joueuses qui ont pour vocation de jouer ensemble plusieurs années, c'est bien de prendre un peu la température en playoff, de prendre un peu d'expérience. Et bon, ce serait une sacrée expérience de jouer contre le Liberty au premier tour. Même Bah, si. surtout que Ouais. c'est revenu en série. Ce serait sur un match sec, bah tu sais quoi. Ouais, Moi, je suis New York, je suis pas sûr que c'est Washington que j'ai envie de jouer en fait. ouais, Mais sur une série, non, mais New York est intouchable. Mais bon, peu importe, les playoffs c'est toujours pas mal. Et si en plus, mine de rien, Julie Van Loo peut connaître en plus l'atmosphère des playoffs sur quelques matchs, bon, moi je suis très content pour elle. Hein. ouais, bien sûr. Mais écoute, pour l'instant, ça me permet de donner le premier tour virtuel des playoffs à l'heure actuelle. Ouais. On peut vite fait le donner, ça peut encore bouger, hein, même si la plupart des places sont plutôt verrouillées. On aurait donc New York qui logiquement va finir en tête du général, qui affrontera le huitième, qui sera soit Chicago, soit Atlanta, soit Washington. Donc a priori, je vais pas dire du menu fretin pour le Liberty, mais par rapport à ce qu'elle monte cette année, ça devrait pas trop poser de problème. Ouais. Et derrière, on aurait Minnesota Phoenix. On va parler de Phoenix juste après. Connecticut Indiana. Stapleson pour une première série de playoffs, c'est pas le rêve pour Caitlin Clark. Ouais, mais Connecticut se taper un Indiana en pleine bourre et une attaque, tu vois. Ouais, non, Bon, mais ouais, bon, le Sun est évidemment grand favori, mais c'est une série que je veux bien voir ça. ouais. Et la dernière, ce serait, à l'heure actuelle, Las Vegas, Seattle. Bonne petite série de premier tour, bien un peu inattendue par rapport à ce on supposait en début de saison, mais ce serait quand même une très belle affiche. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Ça peut encore bouger. On vous le redira la semaine prochaine si ça bouge, mais pour l'instant, c'est ça. Vous pouvez déjà commencer à noter un peu ces affiches qui démarraient le 22 septembre, date de début des playoffs. Voilà. Ouais, effectivement. On peut parler de Phoenix du coup maintenant, on a dit qu'on parlerait du Mercury, équipe un peu mystère du début de saison parce qu'il y avait eu un gros recrutement, un changement de coach, toujours des stars présentes, et il y en avait quand même des questions sur l'alchimie entre les joueuses, sur leur capacité à finir dans le top 4 par exemple, et là ça va plus trop pour le Mercury, qui reste sur 5 défaites en 6 matchs, qui va peut-être finir 7ème du général et donc affronter Minnesota pour l'instant. Malheureusement, nos doutes se sont un peu confirmés sur Phoenix en cours de saison. Il y a eu des bonnes choses, mais je trouve que c'est compliqué. Là, dernièrement, il y a un petit souci même, j'ai l'impression, sur l'entente technique et non technique entre les joueuses. Il y a des fautes techniques en pagaille, Tasha Cloud qui a été suspendu, Diana Taurasi qui devait être suspendu, qui a finalement réussi à pas être suspendu, Brittney Griner qui est pas à son meilleur niveau pour l'instant. Enfin, c'est compliqué pour le Mercury, je trouve. Ouais, ça a été une saison en plusieurs visages, je trouve. On avait dit au moment quand on avait fait la preview que c'était une équipe qui avait beaucoup misé sur son 5 majeur en hypothéquant un peu son banc. Et que l'équipe était sans doute à une blessure de l'accident industriel. C'est ce qu'il y a eu en début de saison. Il y a eu l'absence de Brittney Griner sur une série de matchs. Et donc le Phoenix a commencé de manière assez compliquée sa saison. Fatalement, elle jouait avec Natasha Mack au pivot.
Mais après, quand elles ont récupéré tout le monde, il y a eu quand même une phase où elles sont venues se remettre plus ou moins à hauteur de ce qu'on attendait, c'est-à-dire derrière on avait 4-5 équipes qu'on voyait vraiment comme favorites, et puis Phoenix arrivait derrière ça. Et donc c'est là où elles sont venues se ranger, tu vois, cette 6e place avec un bilan à l'équilibre qu'elles ont gardé pendant toute une partie de la saison, avec Kalea Copper qui faisait vraiment une grosse saison au niveau scoring. Et puis là, depuis quelques matchs, c'est pas que l'équipe joue moins bien, je pense que l'équipe joue de la manière dont elle joue depuis le début de la saison, c'est juste que là, petit à petit, ça commence à coincer. Moi, je trouve que c'est une équipe qui défend pas mal, mais qui défend pas bien pour autant. Et c'est une équipe qui attaque pas spécialement bien non plus. Et donc, t'as pas de point fort qui ressort, t'as pas de grosse identité, je trouve. Je trouve que c'est assez statique en attaque, en fait. Moi, quand je vois Phoenix, je trouve qu'il y a moyen de faire mieux avec ce talent-là. Je trouve que Tasha Cloud arrivait à mieux sublimer cet effectif-là sur la première moitié de saison, en fait. Je trouve qu'elle arrive à donner un peu de liant et de mouvement dans cette équipe-là. Je trouve que ça se revoit moins. Mais tu l'as dit, il y a eu des matchs où c'est Diana Taurasi qui finit meilleure marqueuse. Le dernier en date, notamment, c'est celle qui finit avec 18 points. Est-ce que c'est normal Non, mais après c'est vrai qu'ici sur cette semaine, c'est ce que je regardais, on a effectivement Kalea Copper qui est un peu rentrée dans le rang, elle met 16 points par match sur cette semaine, ce qui est pas scandaleux, mais elle a tellement porté l'équipe au scoring qu'en fait, quand tu regardes, t'as pas de grosse scoreuse. Britney Griner peut être une grosse scoreuse, mais elle est toujours un peu sur courant alternatif et puis elle va pas en rajeunissant. Je parle même pas de Diana Taurasi qui va pas en rajeunissant non plus. Tasha Cloud, c'est pas une scoreuse exclusive à la base. Et puis les autres joueuses sont plutôt des joueuses de complément qui vont apporter un peu leurs apports, mais qui sont un peu plus ponctuels, quoi. Donc non, Phoenix, c'est une équipe. Je dis pas que je suis surpris de ce qu'on voit. Je pense que l'équipe pourrait faire mieux. En tout cas, j'attendais mieux, surtout offensivement. Mais j'attendais pas beaucoup mieux en termes de bilan et en termes de classement surtout. En classement, ce qu'il y a, c'est que elles sont à la 7e place. Elles ont été passées par Indiana, mais en fait, petit à petit, en termes de dynamique, en termes justement de bilan, elles sont plus à l'équilibre. Elles sont en 17-19 et je pense que ça peut même s'aggraver un petit peu. Ouais. Et elles resteront à cette 7e place parce que le trou est fait par rapport à la 8e, mais avec, je pense, dans le ressenti, beaucoup plus proche d'en dessous que d'au-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, je pense vraiment que Kalea Copper a été pendant un temps l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'elle était à un niveau All WNBA First Team, pas loin même, je pense. Elle était clairement dans la discussion. Et l'adresse, depuis le retour des JO, en fait, son adresse a baissé. Si je regarde ses derniers matchs, tu vois, elle shoot à 25%, 33%. Alors, elle en a fait 2 de suite à 50, mais ça n'a pas gagné non plus à chaque fois. 30% sur le match d'avant, encore 30%, 18% sur un match. Enfin, elle a beaucoup baissé en termes d'adresse. Elle était sur une adresse vraiment très très élevée en début de saison et elle a fait une très très bonne saison. Hein. Mais à partir du moment où elle est rentrée dans le rang, ça a été compliqué. Bah ouais, t'as raison. À la fois sur le classement, c'est plutôt le classement attendu, mais la saison en dents de scie, par contre, elle n'est pas hyper rassurante parce qu'il faut rappeler que c'est une équipe qui a fait un gros pari avec ce trade pour faire venir Copper. Ça ressemble à une fenêtre de tir très courte parce que tu as les joueuses majeures qui sont très expérimentées, c'est un euphémisme pour Diana Taurasi et même pour Britney Griner, qui a vécu des choses qui sont aussi qui ont un coup sur le physique et le mental, qui font que c'est plus une débutante non plus et est-ce qu'elle a encore les ressources mentales pour revenir à son meilleur niveau, c'est autre chose. Mais tu vois, même dans les déclarations des joueuses, l'autre jour après la défaite, Sophie Cunningham disait qu'il fallait qu'il y ait une remise en question sur l'état d'esprit, sur des trucs basiques, hein, l'envie de partager, la bonne humeur, tout ça. Elles ont un peu perdu ça et c'est un peu dommage parce que sur le papier il y a quand même il y a du talent et des qualités et la place du Mercury en théorie c'est entre 5 et 7 peut-être en théorie, je dis bien parce que le classement est ce qu'il est et les équipes méritent d'être là, mais je pense aussi dans l'optique d'un tour de playoff. Tu vois, là aujourd'hui, si tu me dis il y a la série contre Minnesota, je vois pas du tout le Mercury faire l'exploit. Enfin, battre les Lynx sur une série. Non, c'est. Non, et ça aurait été Connecticut, ça aurait été pareil. En fait, c'est. Oui, Phoenix, c'était sur une équipe qui fait les playoffs parce que, quand même, sur le talent, voilà. Mais tu vois, par exemple, je regardais.
t'as une équipe qui, en termes d'équipe, elles font moins de 20 passes par match. Mhm. Donc ça les rend 9e de la ligue, mais en sachant que Natasha Cloud, à elle toute seule, est la 3e passeuse de la ligue. Donc ça prouve bien que autour tout le reste de l'équipe, le ballon circule pas. Et d'ailleurs, quand tu le vois, c'est beaucoup de 1 contre 1, beaucoup d'actions individuelles l'une après l'autre. Ou alors les passes, c'est en fer à cheval autour de la ligne. Et alors souvent, ça finit par des shoots casse-croûte. Alors quand l'adresse est là, ben, ça va. Et l'adresse de Phoenix en tant qu'équipe, c'est pas catastrophique non plus. Enfin, c'est dans la moyenne. Mais quand tu as des matchs où ça rentre moins, là, ça passe plus. Et Phoenix n'a pas d'autre solution, quoi. Donc, ce que je regardais, c'est pour la saison prochaine, parce qu'il y avait eu des. Au niveau contractuel? Non, elles ont juste. Je pense qu'elles ont un pic, mais il y a une histoire de swap, hein, il me semble. Avec les trades qui ont été faits, ce serait pas étonnant. Ouais. Copper Ouais. qui est venu, ouais, c'est très possible. Donc il y a, elles ont, je pense, moins de pics elles n'ont plus leur pic 2026, mais ça c'est pas tout de suite, donc voilà. Mais elles ont encore leur first round en 2025, mais je me demande s'il n'y a pas une histoire de swap que j'ai oublié. Ouais. Toujours est-il que ils ont un peu hypothéqué leur avenir aussi, et là pour le moment c'est pour un projet qui décolle pas vraiment. Après je pense qu'ils pouvaient pas non plus se permettre de gâcher la dernière saison de Diana Taurasi, donc faudra voir comment ça va se poursuivre, mais ouais, c'est une saison un peu, je dis pas oubliée, mais voilà. Et effectivement, comme tu le dis, il y a eu les déclarations de Sophie Cunningham, Nettie Betts, le coach, qui a dit aussi qu'elles avaient fait une réunion pour un peu se parler, voir parce que là elles vont avoir 5 jours de break, elles vont pas jouer pendant 5 jours, donc voir un peu décider collectivement ce qu'elles pensent devoir faire pendant ces 5 jours-là, et essayer de retrouver effectivement cette alchimie qui leur manque, parce que je pense qu'au niveau de l'entente du groupe humainement, ça se passe toujours bien. Elles ont réussi à faire s'entendre Sophie Cunningham et Tasha Cloud, c'est que tout va bien, c'est que l'alchimie est correcte. Et Kalea Copper d'ailleurs. Il y a la fameuse photo de Kalea Copper en playoff avec Chicago qui toise Sophie Cunningham. Après, je pense que c'est surtout des compétitrices tous acharnées, donc à partir du moment où tu les mets dans la même équipe, ça aide. Mais oui, il y a quelque chose à retrouver, ne fût-ce que pour ne pas se faire laver en playoff, quoi. Oui. Parce que tu vois, ok, tu vas jouer Minnesota, bon, tu perds. Si au moins tu sais avoir un vrai visage, tu rends tes fans un peu fiers. Si tu vas y aller et que tu vas te prendre un sweep retentissant avec une Nafisa Collier qui a 25 points, une humiliation et 2 blowouts dans la série, bon, ça fait un peu mal. C'est une équipe qui aime bien jouer avec fierté et il faut qu'elle en retrouve un petit peu, quoi. Et je me permets de préciser que c'est l'hypothétique dernière saison de Diana Taurasi qui n'a pas fait d'annonce officielle et qui est tout à fait capable de jouer jusqu'en 2030 si elle le souhaite. Mais donc ça on verra. Et aussi je voulais quand même ma petite satisfaction du moment pour Phoenix, c'est quand même que Celeste Taylor a été signée jusqu'à la fin de la saison. Et je m'étais un peu offusqué du fait qu'on la voit pas du tout avec Indiana et qu'elle a été coupée en cours de route. Elle avait été un peu relancée par Phoenix dans un premier temps, puis signée sur un contrat de 10 jours avec le Sun, ce qui était plutôt pas mal au niveau du profil de joueuse. Je trouvais que ça matchait bien, mais finalement c'est quand même le Mercury qui l'a à nouveau récupéré et qui cette fois l'a signée jusqu'à la fin de la saison. Et elle a des minutes en sortie de banc. Et moi ça me plaît plutôt parce que je l'avais déjà dit, mais c'était une de mes rookies préférées cette année. Mais ils l'ont signé jusqu'à la fin de la saison normalement. Sauf si t'as une information contradictoire. C'est parce que j'étais justement en direct sur Europstat et je la voyais mise comme coupée. Non, elle a joué le dernier match. Elle a joué cette nuit ? Elle était sur le parquet, ouais. Ah purée, bah alors c'est qu'ils l'ont signé et puis après ils ont signé un contrat de fin de saison. Alors parce que dans les player movement, je voyais le 6 septembre, ça mettait qu'ils l'avaient relâché, mais qu'ils avaient signé un rest of season contract. Donc je comprenais pas dans quel sens ça s'était fait. À mon avis, ils l'ont relâché de son contrat de. Ouais, c'est ça. Et le 7, hier, avant-hier, elle a été signée. Enfin, le Mercury a annoncé qu'elle était signée jusqu'à la fin de la saison. Ouais. C'est ça que je comprenais pas. Ok. Et pour moi, c'est une joueuse qui a tout à fait sa place dans un roster WNBA, qui est une super joueuse en défense, qui a évidemment des progrès à faire ailleurs, mais ça me fait toujours plaisir quand les joueuses arrivent à s'accrocher un peu, malgré un début un peu contrariant. Un début un peu chaotique, ouais. Voilà, c'est ça. Peut-être juste dernier petit point sur Las Vegas, dont on a beaucoup parlé dans les derniers brunchs, parce qu'on était un peu inquiet par rapport à la dynamique des Aces qui alternaient vraiment le correct et le médiocre par rapport à l'équipe que c'est. Les Aces vont quand même beaucoup mieux. 4 victoires de suite, 5 victoires en 6 matchs.
A'ja Wilson qui continue de marcher sur l'eau et de rouler sur les adversaires et les rencontres au point de se détacher gentiment, définitivement, probablement vers le titre de MVP, puisque l'une des conditions, à nos yeux en tout cas, c'était que Vegas finisse dans le top 4. Et à partir du moment où c'est verrouillé, et où A'ja continue de sortir des matchs en 41-17, 30-14, et un petit 28 lors du dernier match, mais qui a quand même été décisif parce que ça a été la meilleure marqueuse des Aces, dans un match très très défensif contre le Sun et très serré. Bon, je pense que là aussi, la semaine dernière, on disait que la course pour le titre de rookie de l'année était pliée en faveur de Caitlin Clark. Malgré les très bonnes performances encore de Napheesa Collier, je pense cette fois que A'ja Wilson sera élu MVP et c'est tout à fait mérité. Ouais, bah c'était la seule ombre à son dossier et qui pouvait la rendre un peu. En fait, c'est pas que ça faisait un critère contre elle, c'est que pour moi, ça la rendait entre guillemets inqualifiable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était pas tant que ça faisait une pièce à mettre dans la colonne des moins dans son dossier, c'est qu'à partir du moment où elle était en dehors d'un certain classement et d'un certain bilan. En tout cas, moi personnellement, et j'ai vu ce genre de considérations sur Internet aussi par d'autres suiveurs, pour moi, ça la rendait pas vraiment éligible. Mais là, à partir du moment où elle vient recoller au groupe de tête, non, elle est encore à 30 points cette saison. C'est la meilleure joueuse à titre individuel cette saison. Il n'y a absolument aucune discussion avec ça. Non, ce sera une très belle MVP une fois de plus. Et elle est assez incroyable de domination cette saison. Ce qui change cette semaine aussi, c'est que Kelsey Plum s'est quand même bien remis à l'endroit. Elle a 21 points cette semaine, avec des pourcentages qui sont quand même redevenus plus corrects. Elle est à 35% à 3 points, 100% au lancer. Donc fatalement ça aide. De toute façon, Chelsea Gray aussi, je trouve elle est mieux. C'était une des interrogations. Enfin, sur les derniers mois, c'était compliqué. Son retour à la compétition était un peu chaotique par rapport au niveau qu'on lui connaît. Là, je trouve dans les matchs, elle est bien mieux. Son match contre Chicago avec 10 passes, même contre le Sun, elle mis quelques paniers importants. Enfin, elle revient progressivement. Elle me semble monter gentiment au régime pour ce qui l'intéresse elle, c'est-à-dire les playoffs où c'est une tueuse, une tueuse invraisemblable. Ça aussi, je trouve que c'est un petit signe intéressant pour les Aces. Ouais, et Jackie Young qui pour le coup marque nettement moins qu'elle n'a marqué par certains moments. Par contre, est vraiment dans un registre beaucoup plus passeuse pour le moment. Donc voilà. Est-ce que c'est des ajustements qui ont été trouvés au sein de l'équipe pour essayer de redistribuer les rôles en fonction de l'état de forme de chacun, pour peut-être pallier aussi à Chelsea Gray, peut-être plus donner la balle dans les mains pour initier les actions par Jackie Young qui est peut-être un petit peu plus fraîche physiquement. Ou alors est-ce que juste ça s'est fait comme ça dans le cours de la saison? Je sais pas. En tout cas, effectivement, Vegas trouve de nouvelles solutions et c'est pas plus mal à l'approche des playoffs. C'est le bon moment pour chauffer en tout cas. Exactement, pour tenter un three-peat qui ferait définitivement de cette équipe une dynastie. Là, le 3e titre de MVP probable pour A'ja Wilson, ça la fera aussi entrer dans une galaxie assez particulière. On en rediscutera au moment des récompenses individuelles. Flo, on va se laisser là, mais on se donne quand même rendez-vous jeudi parce qu'il y aura un live sur Twitch. On sera ensemble pour discuter un peu de l'actu, du sprint final et de tout ce que vous voudrez concernant la saison WNBA. D'ici là, on va vous souhaiter un très très bon dimanche. Flo, merci et à jeudi. À jeudi. Ciao.